Métal Hurlant est un magazine français de bande dessinée de science-fiction créé en 1975 et édité par les Humanoïdes Associés. The main thing that I remember was, God, people drew penises, but it was art. It wasn't like for shock value. It started with being Métal Hurlant. It's actually a European magazine, French. The exact translation of Métal Hurlant is heavy metal. Len Mogul, who was publishing National Lampoon, picked that magazine up to publish in the United States as heavy metal. Il connaît différentes époques de parution entrecoupées de plusieurs arrêts. Il est d'abord publié de janvier 1975 à juillet 1987 et c'est cette période qui nous intéresse. Jean-Pierre Dionnet, un jeune critique et scénariste de bande dessinée, désire créer un magazine de bande dessinée consacré à la science-fiction, voulant explorer des univers plus sexy et surtout moins convenu. Il va s'associer en décembre 1974 à ses amis auteurs Philippe Druillet et Moebius et à l'homme d'affaires Bernard Farkas avec lequel ils vont fonder donc les Humanoïdes Associés. En janvier suivant paraît le premier numéro de la revue trimestrielle Métal Hurlant dans lequel les associés livrent leur production Arzac de Moebius, Guide de Philippe Druillet, mais invite également un dessinateur américain, Richard Corben, et donne sa chance à un artiste prometteur, Jean-Claude Gall. La publication est réservée aux adultes et ce jusqu'en janvier 1978. Ivan had a magazine open to a double-page spread of Arzac. This was a character flying on a bird over this huge panorama. And Ivan asked me if you could do that on film. And I said, sure. Alexis, Gottlieb, Nikita Mandrika, Jacques Tardy, Anki Bilal, Casa, F. Mur, Jean-Claude Forest, Yves Gaud, Jacques Loeb, Paul Guillon, René Pétillon, Francis Mas et j'en passe en France. Les jeunes Français prometteurs Serge Clair, Franck Margerin, Dominique Hay, Chantal Montelier, Michel Crespin, Denis Cyr et tant d'autres. Quelques étrangers encore peu connus à l'époque, Vogue de Baudet, Alvos, Sergio Macedo, François Schuiten, Daniel Chepi. Avec l'arrivée de Philippe Manœuvre en 1976, venant de Rock and Folk, le rock va s'installer dans la revue. Copié mais jamais égalé, le magazine poursuit son déclin malheureusement à cause d'autres revues reprenant la formule pour s'interrompre au numéro 133 en juillet 1987. No sort of existing places that could do a feature-length film. There was nothing really available to me, so I had to create it myself. And the easiest way to do it was to sort of look at small boutique operations that were already existing all over the world and sort of talk them into taking a 5 to 10 minute section. Et la mort viendra des cieux. 1981, un film canadien va s'inspirer de cette revue qui sera produit par Ivan Reitman, futur réalisateur des SOS Fantôme 1 et 2 entre autres, et qui venait de produire Frisson de David Cronenberg et American College John Landis. Qu'est-ce que tu m'as apporté ? Tu vas voir. Reitman connaît les versions françaises et américaines de la revue et va tout faire pour trouver les fonds pour faire le film. Beaucoup de studios refusent, Universal le premier qui n'aime pas les films d'animation, puis c'est la Fox, mais Alan Ladd quitte le studio et l'achat des droits à Jean-Pierre Dionnet s'avère compliqué. Shooting your black and white pencil test backlit or toplit frame by frame so that when you see it on film you basically see a rough version of your animation. You know which frames work and which frames don't. Un auteur, Harry Harrison, a écrit des histoires originales, mais Reitman tient vraiment à adapter celles de la revue. Then you can look at the length of a scene or the pacing of a sequence. That's a critical step. Once that's done, then you transfer that onto exposure sheets. And from those exposure sheets, the animator starts animating. Le film sera donc une anthologie d'histoires fantastiques mélangeant tous les genres que nous aimons ici, la science-fiction, la fantasy, l'aventure, l'humour, l'horreur même et surtout du sexe à gogo. Bref, un résumé animé de la revue. Certaines libertés sont prises, mais le look est là et le film présente donc 8 histoires différentes liées par l'apparition du Lochnar qui va raconter à une jeune enfant des histoires diverses et variées donc. L'idée étant de faire, comme dans la revue, un mélange de styles obligatoire. Des animateurs de plusieurs pays vont contribuer au film, français, espagnol, japonais, anglais bien sûr, soit 1000 dessinateurs et animateurs travaillant sur 5 villes simultanément. Le film sera fait pour 10 millions de dollars et va en remporter 20 au box-office et plus d'1 million de spectateurs en France.
moi s'incarne la totalité du mal. Regarde-moi bien. On va donc parler de tous les épisodes, parce que le film reste culte. Le premier, Soft Landing, est écrit par Dan O'Bannon, d'après son histoire et les illustrations de Thomas Warkentin. Le morceau de musique est Radar Rider de Jerry Riggs. Le film est réalisé par Jimmy T. Murakami et John Bruno. Le premier est connu pour avoir réalisé un film culte, mais un vrai plaisir coupable, puisque Nanar, que j'ai vu en salle pour ma part, Les Mercenaires de l'espace, remake spatial avec George Peppa, Robert Vaughn, John Saxon ou Sybil Danning sous la musique de James Horner. C'est le remake des 7 samouraïs, mais dans l'espace. Le second, John Bruno, l'aide ici, il sera responsable du meilleur segment du film, Tarna, et va se lancer chez les effets spéciaux en étant embauché chez ILM, Industrial Light and Magic, sur des films comme Poltergeist, SOS Phantom, Vampire, vous avez dit Vampire, Abyss, Terminator 2, Cliffhanger dont j'ai parlé, ainsi que True Lies, Titanic ou Avatar de James Cameron. Il va réaliser en 1999 le film Virus avec Jamie Lee Curtis. L'histoire est une petite vignette où le père rentre chez lui par une voiture volante, ne vous posez pas trop de questions. Soft Landing was bizarre. Jimmy Murakami, he actually shot a real Corvette suspended on stage. Retrouve sa jeune fille et va lui montrer une boule de couleur verte, le Lochnar. À peine ouverte, elle tue le père et le Lochnar va raconter des histoires plus ou moins glauques. N'essaie pas de fuir. Tu es sous ma domination. Dan O'Bannon est connu pour Le Retour des morts vivants et bien sûr sa participation au scénario d'Alien. Grimaldi, réalisé par Harold Whittaker, fera le lien en montrant le petit passage de la jeune fille avec le Lochnar. Je m'appelle Harry Canyon. Je fais le taxi. Un savant découvre une relique de l'ancien temps. Le second volet est Harry Canyon, écrit par Daniel Goldberg, Len Bloom et Juan Jiménez. Ce passage contient le plus de chansons avec Blue Osterkel, Donald Fagen, Journée, Stevie Nicks et Jerry Riggs. La réalisation est de Pino van Lamsverd et qui en 1986 réalisera Astérix chez les Bretons. C'est pas la même chose. Harry Canyon est un chauffeur de taxi plutôt macho et mal embouché qui vit dans une sorte de New York en mode décharge dépotoir et qui se retrouve avec une histoire de meurtre et de rançon et d'une jeune femme qui rentre dans sa vie. Moi, j'ai pour principe de me mêler de rien. Mais va savoir pourquoi cette nana m'avait branché. On ne peut que constater les similitudes avec le soi-disant film de Luc B, soi-disant réalisateur français, Le 5e élément, avec Bruce Willis et Mila Jovovich, où un chauffeur de taxi recueille une jeune femme, poursuivie même par la police. De plus, une météorite se dirige vers la Terre, comme le Lochnar ici. On peut même observer le sigle des Tarakiens et d'Arzak dans la fresque du temple, sûrement ajouté par Moebius, qui avait participé au film. Revenons à nos moutons. Harry Canyon vient donc d'une bande dessinée du grand Howard Chaykin, excellent dessinateur américain, mais son style de dessin n'est ici pas du tout reconnaissable. Ouais. Canyon est une sorte de Sam Spade dans son taxi, vraiment un film noir, et beaucoup de similitudes avec le Delirious de Druillet sont notables dans le film. Absolument. Ça ne raconte pas grand-chose, on voit à peu près tout venir. And Harry Canyon was something we sort of developed on our own totally originally. It's actually my favorite sequence in the film. My name's Harry Canyon. I drive a cab. We wanted to update noir detective story into the future, having a real cool character who is in New York, and you see what happened to New York, what happened to the world. It was exactly the same except there were flying cars, and it was just as sleazy. Ça fait très Moebius sur les décors, mais voilà, bon, ça se regarde. Quel engin! Pas question de me balader dans ce coin-là avec la verge en devanture. Ensuite, nous avons Den, réalisé par Jack Stocks et écrit par le grand dessinateur Richard Corben, dont on reconnaît par contre ici les traits du dessin, même si l'animation laisse à désirer. Tiré de sa BD, son style et l'adaptation de l'histoire sont très réussis. Enfin, son style et l'adaptation, oui, mais ça reste là. À l'inverse de sa BD, par contre, notre Den porte un pagne ici, alors que le dessinateur est connu pour se lâcher sur les grosses gags des bonshommes en taille XXL. Les femmes, elles, par contre, sont bien dénudées et en abondance. Pourquoi ils ont fait ça? Un peu sexiste sur les bords quand même, ou bien peur de la censure à l'époque, mais voir une tub n'a pas le même effet qu'une foufoune, oui, sexiste quand même un petit peu. Den raconte une histoire assez violente, l'histoire d'un jeune terrien, geek, transporté dans un univers sauvage par le Lochnar, où il va devoir y affronter créatures et démons, et bien sûr sauver sa belle princesse, façon
Burroughs, ou pour John Carter, ou Robert Howard, créateur de Conan. I'm nobody. But here, I'm dead. That basically was the encapsulation of everything in the audience transferred right into the picture. Un concept parfaitement maîtrisé où les héros se battent aussi bien qu'il fait l'amour. Il y avait quand même un défaut. Papillon géant, sacrifice, reine nymphomane, prince immortel, garde patibulaire, monstre goulu, de l'héroïque fantasy pur et dur, comme on aimerait en voir plus souvent, et drôle en plus parfois, un des meilleurs moments du film, mais une animation absolument dégueulasse du début à la fin, c'est juste imbitable. Attention, j'étais drôlement fort à ce petit jeu-là. Richard Corben est connu quand même pour ses dessins et ses histoires d'horreur et très violentes. Il est lauréat d'un grand nombre de prix et nous a quittés malheureusement en 2020. Non coupable. Va suivre Captain Stern, réalisé par Julian Harris et Paul Sheila, d'après le scénario et la bande dessinée du grand et plus que talentueux Bernie Wrightson. Autodidacte, Wrightson a travaillé sur des comics d'horreur, dont beaucoup sur les Tales from the Crypt. Swamp Things le fera connaître et fera un super livre adapté du roman de Mary Shelley, Frankenstein, illustré par ses soins. Ce qu'il faudrait, c'est le déchirer en petits morceaux et les foutre dans un trou. Il fera des couvertures sur des livres de Stephen King et les storyboards du film SOS Fantôme. Lui aussi est lauréat de nombreux prix. We didn't change much. In reality, if you look at the comic book and you'll see the film, we just stayed very close to the style of the background, the style of the characters. Bernie Wrightson's style is really comic book, very much Americana. Stern is kind of this flippant jerk, totally dishonest. We kept the essence of the comic book. We kept all the integrity. Pour ce sketch, c'est la chanson Reach Out de Cheap Trick qui est utilisée, et c'est une parodie très proche de l'original, et preuve que la science-fiction parodique peut être drôle parfois. On a à peu près ce qu'on veut, et ça narre l'histoire d'un prince sadique qui tente de se démêler du procès qu'on vient de lui intenter, et va être poursuivi par le témoin principal qui devient une créature à cause du Loch-Nard. B17 est le sketch suivant, réalisé par Barry Nelson, et là aussi d'après un scénario de Dan O'Bannon. La chanson de Don Felder, Heavy Metal, accompagne cette histoire d'épouvante pure qui pour le coup change carrément le rythme du film. Le B-17, un avion considéré comme une forteresse volante, est envahi par une horde de créatures mortes vivantes. En fait, les mitrailleurs qui sont transformés par le Loch-Nard. Pour O'Bannon, ce sketch était son premier essai pour ce qui est devenu Alien de Ridley Scott, mais qu'il va utiliser ici en tant qu'histoire écrite par ses soins. Bon, le sketch ne fait pas peur clairement, mais l'ambiance y est très bonne, mêlant des éléments de guerre, de science-fiction, où après un combat aérien plutôt sanglant, le Loch-Nard va donc ressusciter des aviateurs en mauvais état, attaquant le seul humain qui reste à bord, le pilote. Bonne idée qui débouchera sur une chute assez terrifiante et plutôt maligne. C'est un des sketchs qui aurait été le plus modifié, raccourci surtout dans le lien entre les histoires. L'agent qui provoquerait ces mutations ne vient pas de l'espace. Alors arrive le sketch complètement n'importe nawak, So Beautiful and So Dangerous, réalisé par John Halas et scénarisé par Angus McKee, coloriste de talent et illustrateur britannique. Ces illustrations, qui figurent le plus souvent des vaisseaux spatiaux ou des paysages urbains futuristes, ont en commun les couleurs saturées et leur abondance de détails, et ici les décors sont de lui. Cheap Trick, Grand Funk Railroad, Nazareth, Don Felder, Sammy Hagar et notre groupe national Trust illustrent musicalement ce sketch en chanson. Un sketch plutôt comique, cette version est même supérieure aux comics d'origine avec ses extraterrestres cocaïnomanes, un robot dragueur qui n'aurait pas renié un Flash Gordon ou Barbarella et que l'on garde en mémoire et qui nique la secrétaire. Je suis programmé pour être hyper compétent en activité sexuelle. Tu veux qu'on se mette ensemble ? Des extraterrestres bien frappadingues qui entraînent malgré eux donc une secrétaire sexy à bord de leur vaisseau. Les pointes d'humour sont souvent efficaces, il faut le dire, les tabous s'envolent et la fin reste ouverte, ce qu'il faut le dire, nous calme direct à l'époque. On ne sait même pas comment ça se termine. Mort! Mort à tous ceux qui ne sont pas comme nous! Et terminons bien sûr par le chef-d'œuvre du film, le segment Tarna, réalisé par John Bruno, donc sur un scénario de Dan Goldberg et Len Bloom d'après Arzac de Moebius.
Black Sabbath et Devo illustrent en chanson le film, mais c'est sur ce segment en particulier que la grande musique d'Elmer Bernstein va y être absolument parfaite et indispensable, surtout sur la scène de vol de Tarna, splendide et muette Valkyrie du futur, à l'assaut d'une cité prise par des contaminés du Lochnar. Une touche sexy avec les feuillages gracieux de l'héroïne, la violence bat son plein malgré la présence importante de sang vert. And you know, in some perverse way, even Tarna could be considered a wish fulfillment story for women. With the Tarna sequence, I wanted to do a Sergio Leone film. Tarna's pretty much a female Clint Eastwood, of an American Western sensibility to it. It was very much inspired by Moebius's Arzak. N'oublions pas de beaux moments comme le massacre du bar, le duel dans le ravin, la préparation rituelle et tant d'autres. We did want to have this woman be the ultimate woman warrior. Really like the idea of a woman who had a sword who could use it, who took no shit. She's just going to kill the bad guys. We had gotten a lot of illustrations from different people and different takes. C'est le plus long des sketchs et fait terminer Métal Hurlant en beauté, je dirais même sur un feu d'artifice. Une véritable histoire d'heroic fantasy, un bonheur pur où Moebius, Druillet, Corben et Chaikin se mélangent ici pour notre plus grand bonheur. Les dessinateurs ont utilisé la rotoscopie pour la fameuse scène où Tarna, qui est sur son animal et survole une planète désertique, un décor de 20 à 35 mètres de long sera construit et redessiné pour la scène qui sera filmée par un ordinateur, 60 secondes pour 2000 images repeintes à la main, c'est pas mal. Creature sticking out in the middle of the desert. Build a large model and did line drawing on the model. What I tried to do was have one continuous move. Every frame had to have a background painted, so the only way I could think of coming out with that was to film it in high contrast black and white and then paint as smoothly as possible backgrounds and film every one of those, one frame at a time, in a 1 minute shot. Lorsque Tarna reprend sa nouvelle tenue et son épée à côté d'une immense statue, un véritable modèle a dû faire cette scène pour savoir comment la dessiner de la manière la plus réaliste possible. Et c'est le rotoscope qui sera utilisé. Beautiful body. Initially a blonde. That turned into little leather straps, and then she had a sword. You have this girl. And what came back was, that's Carol Desbiens. She looked like the drawing. It was very funny. The idea of using rotoscope for a human figure or tracing an actual person for movement, it was something that's been done for years by Disney and others. You wanted naturalism of human movement, so you would choreograph a human being. We taped in white lines that the costume would, where the costume was, so that people, once they got the rotoscope, at least they knew continually where the costume fit on this person. You'd then film that and take the keyframes and you would make large photographs, which then could be traced. That became a blueprint for the naturalism, but then the animators had to animate Tarna on top of this. So it was basically a guide. Every scene where she's walking in and she takes off her robe and she dives into the pool, all the way to her changing clothes, putting her clothes on. We shot all these things on film as rotoscope. It was just a way of getting to something a little bit more real, a little bit more natural, quickly, because there was quite a deadline crunch for us. Tarna's dressing scene, it wasn't in the script, and I thought what you haven't seen in animated film is a really sexy scene where a woman gets dressed that's a cartoon character. I went out and bought a bunch of Playboys and different things and started cutting out pages of sexy angles, photographs, and figured out how she was going to get dressed, and then I shot that live action. De par sa vision, ses décors et ses personnages, c'est un bonheur. On aurait pu faire de ce sketch un film entier tellement l'histoire est dense et c'est presque de la frustration de devoir supporter un sketch que l'on voudrait plus long. C'est Tarna qui va détruire la sphère Lochnar.
Les voix anglaises sont souvent des acteurs canadiens pour la plupart. Il y a John Candy qui y participe, comme John Vernon, Harold Ramis ou Eugène Lévy. La version française, elle, est tout autre, avec des comédiens de doublage excellents, comme Jean Martinelli, la voix de Burt Lancaster ou de Gary Cooper, Henry Djanik, Anthony Quinn ou Ernest Borgnine, Jacques Deschamps, Clint Eastwood sur la trilogie du dollar par exemple, et plein d'autres comme notre Gérard Hernandez, José Lucioni, Guy Chapelier ou les grands Jean-Claude Michel et Francis Lax. Pour la musique, c'est donc le grand Elmer Bernstein qui va être choisi pour composer la musique instrumentale du film. Choix audacieux, judicieux même, mais dont la partition symphonique sera compliquée à trouver à l'époque, le disque Asylum en vinyle étant plutôt rare. C'est un vrai chef-d'œuvre musical symphonique, où toutes les cases du genre sont cochées de façon absolument épique, et pour tout fan d'Heroic Fantasy, cette musique est à écouter. It was just our sensibility. I mean, we were rock guys. I mean, Elmer Bernstein did a score, and it was a great score. This was really fun for Elmer. It was one of the first times he got to use the on martineau, which is an instrument he likes using. It's a fairly big score, and I know movie music buffs think this is one of the great undiscovered scores. There was always part of the plan to have a full-on rock and roll score. We always thought we were going to do that. I do remember wandering around the Columbia lot with Black Sabbath. It was really interesting. We had, every once in a while had rock people come through the studio. So many groups got together and wanted to be in this film that, and they had written songs for it. Devo working in a coal mine to, Grand Funk to Nazareth to Stevie Nicks, Cheap Trick. The music in the Tarna barroom scene, the band was Devo. We actually animated to that song and created these characters who were a little bit Devo-like. Elle est riche, puissante, dont les épisodes de Den et Tarna en sont non seulement les meilleurs moments, mais ceux où la musique est le plus utilisée. De généreux thèmes mélangés à des élans de variété dans les orchestrations ou les chœurs, absolument précis de bout en bout par le Royal Philharmonic Orchestra et le London Voices pour les chœurs. C'est donc par l'animation que la musique inspirée va nous trouver. Un CD complet va sortir chez FSM, Film Score Monthly, et les chansons sur un album à part. Un score magistral donc, une magie musicale, bref, une bien belle composition qui aide le film en lui donnant tout simplement l'âme qui aurait pu lui manquer et en mélangeant les genres, un grand bravo. Voilà donc une taratienne. La plus jolie des guerrières, Bruno Cominal, nous parle le plus longuement dans un beau paragraphe de cette musique dans son livre sur la musique de film, dont le lien est dans la description. L'animation et le graphisme, souvent déplorables, n'ont pas détruit la réputation de ce film culte indispensable à tout fan de films d'animation dits adultes, entendez sexe et violence, qui se respectent. Quelques sketchs gâchent le rythme du film, comme B-17 au niveau des transitions, mais surtout So Beautiful and So Dangerous complètement raté au niveau du dessin. Métal Hurlant est mal animé certes, mais le respect du genre est clairement là, fidèle à tous les genres, quels qu'ils soient, inspiré de la revue du même titre, le film ne lui fait pas honte. Un Heavy Metal 2000 ou Heavy Metal Fac 2 sortira en 2000, apparemment, mais dont le seul lien est la suite des aventures de Tarna, là aussi en guise de finale. À revoir aujourd'hui, un Métal Hurlant fait plutôt preuve de mauvais goût à certains moments, malgré son statut de film culte qui lui reste. C'est de notre époque, celle des émissions geeks comme Temps X, de ces moments où rêver importait plus et nous faisait passer sur les défauts de beaucoup de films. L'animation est quand même assez minimaliste et surtout maladroite, mais compte sur la violence, la drogue et le sexe pour que les spectateurs d'alors, surtout des hommes, fantasment, s'extasient sur des femmes nues et de l'aventure. À l'époque, cela marchait. À revoir aujourd'hui, c'est compliqué, même remasterisé en THX en 1996. Quelle note mettre à un fantasme d'époque qui ne marche carrément plus aujourd'hui? C'est compliqué et je ne saurais me prononcer. Pour tentative, le fantasme, les souvenirs qu'il faut garder en soi et surtout ne pas essayer de réveiller.
Voilà, je voulais parler de ce film quand même, hein, qui reste déjà par son affiche absolument magnifique, et puis le segment de Tarna qui est vraiment réussi et qui est un bonheur à regarder, lui par contre, malgré aussi quelques petits passages d'animation complètement ratés. J'espère que vous allez pouvoir en parler et débattre dans les commentaires, hein. Vous avez peut-être trouvé le film absolument génial et merveilleux, ou dire que c'est une grosse merde. Je pense que les goûts et les couleurs, c'est pour chacun. En tout cas, j'ai donné mon avis, vous me donnerez le vôtre, on en parle, on en débat comme d'habitude. N'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner, c'est gratuit si vous le voulez. Je vous dis à bientôt pour du lourd, bye bye. Et l'esprit de Tarna est transmis